En octobre 1348, un médecin juif nommé Aguimet fut arrêté dans un château sur les rives du lac Léman. Sous la torture, il fit des aveux qui allaient résonner à travers l'Europe pendant les 18 mois suivants. Il affirma qu'un rabbin nommé Peyret, originaire de Chambéry, lui avait remis une petite pochette en cuir, à peu près de la moitié de la taille d'un œuf, remplie d'une poudre faite de cœurs de chrétiens, de grenouilles, de lézards, d'araignées et de saintes hosties. Ses instructions étaient simples: verser la poudre dans les puits des villes chrétiennes. Et lorsqu'on le pressa davantage sur le chevalet, il cita d'autres juifs dans d'autres villes, impliqués dans ce qu'il décrivit comme une vaste conspiration internationale. Ces aveux étaient un mensonge. Tous ceux qui étaient impliqués le savaient probablement. La confession médiévale obtenue sous la torture était reconnue comme peu fiable, même à l'époque. Mais cela n'avait aucune importance. Le procès-verbal fut recopié à la main, expédié par courrier officiel dans des dizaines de villes allemandes, et en quelques semaines, les bûchers s'embrasèrent. À la fin de l'année 1349, plus de 500 communautés juives à travers l'Europe avaient été anéanties. Des dizaines de milliers de personnes étaient immortes, leurs corps brûlés sur des bûchers collectifs ou jetés dans les rivières. Dans le margraviat de Meissen, dans ce que nous appelons aujourd'hui la Saxe, des villes entières furent vidées de leurs juifs qui y vivaient depuis des générations. Leurs synagogues furent rasées, leurs cimetières profanés, leurs enfants massacrés aux côtés de leurs parents. Mais voilà ce qui rend cette histoire plus complexe qu'un simple récit de superstition médiévale devenu incontrôlable. La peste n'avait pas encore atteint la plupart de ces villes lorsque les massacres commencèrent. Erfurt massacra ses Juifs en mars 1349, une année entière avant que la peste noire n'atteigne la ville. Et ceux qui brandissaient les torches n'étaient vraiment pas simplement des paysans ignorants cherchant des boucs émissaires dans leur terreur. C'étaient des nobles cherchant à effacer leurs dettes, des maîtres de guildes éliminant la concurrence économique, des évêques poursuivant une purification religieuse, et même le Saint-Empire romain germanique lui-même, dont l'empereur signa des documents transférant des biens juifs à des villes avant même que les meurtres n'aient eu lieu. Pour comprendre pourquoi les Juifs furent expulsés de Saxe en 1349, il faut comprendre le monde dans lequel ils vivaient avant l'arrivée de la peste noire. Car la vérité est que les semences de leur destruction furent semées des siècles avant que le premier navire porteur de la peste n'accoste en Sicile. Ce n'était pas simplement l'histoire d'une maladie et d'un bouc émissaire. C'était une histoire d'argent, de pouvoir et des calculs froids de la politique médiévale. Les Juifs vivaient dans les terres qui allaient devenir la Saxe depuis environ 300 ans avant les événements de 1349. Selon les archives historiques, ils arrivèrent avant l'an 1000, voyageant aux côtés de marchands lombards d'Italie et s'établissant dans des villes comme Mersbourg, Naumbourg, Torgau et Meissen. Ces premiers arrivants vinrent comme commerçants, suivant les routes qui reliaient le commerce méditerranéen au marché en développement de l'Europe du Nord. Durant ces premières années, les relations entre juifs et chrétiens dans la région étaient relativement pacifiques. L'empereur Othon II, qui régna de 973 à 983, leur accorda même divers privilèges. Ils pouvaient commercer, voyager et, plus important encore, s'établir et bâtir des communautés sous protection impériale. La présence des Juifs était considérée comme économiquement bénéfique, apportant une expertise commerciale et des liens avec de plus vastes réseaux d'échanges. Au XIIe siècle, des villages juifs étaient dispersés autour de villes comme Magdebourg, Aschersdorf et Quedlinburg. La communauté de Meissen avait grandi au point de posséder son propre faubourg, situé juste à l'extérieur des murailles de la ville. La soi-disant Judentor, ou porte des Juifs, tirait son nom de ce quartier. À Freiberg, une colline appelée Judenberg, ou montagne des Juifs, marquait l'emplacement d'un autre établissement.
Ces communautés avaient des synagogues, des bains rituels et des cimetières, toutes les institutions nécessaires à une vie religieuse juive épanouie. De quoi vivaient ces Juifs? La réponse est plus variée qu'on pourrait le croire. Dans des documents de la fin du XIIIe siècle, datés de 1286, 1287, 1296 et 1327, les Juifs de la région sont décrits comme propriétaires terriens, agriculteurs et jardiniers. Cela pourrait surprendre ceux qui supposent que les Juifs médiévaux étaient exclusivement prêteurs d'argent, mais la réalité était plus complexe selon les régions et les époques. Avant que les restrictions ne se resserrent au XIIIe siècle, certains Juifs possédaient des terres, cultivaient des champs et menaient des vies qui ne différaient pas fondamentalement de celles de leurs voisins chrétiens. Cela dit, la finance devint de plus en plus centrale à la vie économique juive, et comprendre pourquoi nécessite de comprendre l'étrange position juridique que les Juifs occupaient dans la société médiévale. Une position qui les rendait à la fois indispensables et méprisés. Les Juifs du Saint-Empire romain germanique étaient classés comme servi camerae, ce qui se traduit approximativement par serviteurs de la chambre royale. Ce n'était pas de l'esclavage au sens antique du terme, mais cela signifiait que les Juifs appartenaient, au sens juridique, à l'empereur ou au seigneur qui revendiquait juridiction sur eux. Ils payaient des impôts spéciaux en échange de leur protection, notamment une taxe de couronnement à chaque fois qu'un nouveau souverain accédait au trône, une taxe corporelle simplement pour exister, et diverses autres redevances pouvant être imposées à volonté. En retour, ils étaient censés être protégés contre la violence et jouir du droit de pratiquer leur religion. Mais cette protection avait un prix, et pas seulement financier. Au XIIIe siècle, les Juifs dans les terres germaniques étaient de plus en plus exclus de l'agriculture, de la propriété foncière et de la plupart des métiers régis par les guildes. Des règlements locaux leur interdisaient d'adhérer aux corporations d'artisans. Le droit canon limitait leur capacité à posséder des terres dans de nombreuses régions. L'Église interdisait aux chrétiens de percevoir des intérêts sur les prêts, qualifiant cela de péché d'usure. Mais les Juifs, qui étaient de toute façon condamnés à l'enfer selon la doctrine de l'Église, n'étaient frappés d'aucune telle interdiction lorsqu'ils prêtaient à des chrétiens. Cela créa un arrangement pervers qui allait s'avérer fatal. Les prêteurs juifs devinrent indispensables à l'économie médiévale, accordant des crédits aux nobles qui devaient financer des guerres, aux marchands qui avaient besoin de capitaux pour commercer, et aux paysans qui devaient survivre entre les récoltes. Il n'existait tout simplement pas d'autres sources de crédit fiables dans une grande partie des terres germaniques. Les monastères accordaient parfois des prêts, tout comme les familles de banquiers italiens dans certaines régions. Mais pour beaucoup d'emprunteurs, le prêteur juif local était la seule option. Les taux d'intérêt à l'époque médiévale étaient élevés selon les normes modernes. Des taux de 30 à 40% par an étaient courants, bien que ceux-ci reflétaient des risques réels. Un paysan qui empruntait 10 pièces pouvait en devoir 14 à la fin de l'année. Lorsque les récoltes échouaient ou que les affaires tournaient mal, le ressentiment envers le créancier grandissait, et il était facile de haïr quelqu'un qui était déjà désigné comme un étranger, qui portait des vêtements distinctifs imposés par la loi, qui priait dans une autre langue et que les prêtres accusaient de la mort du Christ. Il y avait une dimension plus sombre encore à cet arrangement, qui rendait presque impossible pour les Juifs de s'en sortir gagnants. Les nobles qui empruntaient aux Juifs avaient souvent le pouvoir de simplement refuser de rembourser, ou pire, d'organiser la disparition de leurs créanciers. Si un prêteur juif était expulsé ou tué, ses livres de compte pouvaient être brûlés et les dettes s'évaporaient. Les dirigeants même qui étaient censés protéger les Juifs avaient un intérêt financier à les voir détruits. La communauté de Leipzig, l'un des plus grands établissements juifs de la région saxonne, possédait une synagogue,
depuis au moins 1285. Des documents du rabbin Yitzhak ben Moïse de Vienne, le célèbre Isaac Or Zaroua, montrent qu'il arbitrait des litiges entre des Juifs de Leipzig et d'autres villes durant cette période. Le fait qu'un rabbin de Vienne réglait des différends commerciaux impliquant Leipzig nous indique que la communauté était suffisamment établie pour entretenir des relations commerciales s'étendant sur des centaines de kilomètres. Les Juifs n'étaient pas isolés dans leur ville. Ils formaient des réseaux qui couvraient les terres germaniques et au-delà. Mais la stabilité relative du XIIIe siècle commença à se fissurer au fil du XIVe siècle. En 1328 et 1330, les Juifs de Saxe furent confrontés à des persécutions renouvelées, suffisamment graves pour nécessiter une intervention impériale. L'empereur Louis IV de Bavière transféra la protection des Juifs saxons au margrave Frédéric le Sérieux, margrave Frédéric the Grave, ce qui suggère que la communauté avait besoin d'une attention particulière pour survivre à une hostilité grandissante. Les Juifs de Saxe, au début des années 1340, pressentaient probablement la précarité de leur situation. Ils avaient survécu aux vagues antérieures de violence lors des croisades, quand des foules avaient attaqué les communautés juives de Halle en 1205, de Gotha en 1212, de Magdebourg en 1213 et d'Erfurt en 1215. Des sources contemporaines laissent entendre que ces attaques étaient en partie motivées par le désir de chrétiens d'effacer leurs dettes. Le schéma était déjà établi. La ferveur religieuse fournissait un prétexte, mais l'intérêt financier fournissait le mobile. Mais rien dans leur mémoire collective, pas même les horreurs de la première croisade, un siècle et demi auparavant, n'aurait pu les préparer à ce qui venait de l'Est. En octobre 1347, 12 navires marchands arrivèrent dans le port de Messine, en Sicile. La plupart de leurs équipages étaient déjà morts, leurs corps couverts de bubons noirs et purulents. La peste noire avait atteint l'Europe et elle allait tout changer. La maladie que les Européens médiévaux appelaient la pestilence et que nous appelons la peste noire était causée par la bactérie Yersinia pestis. Elle se transmettait dans le sang des puces, qui vivaient sur des rats, qui voyageaient sur des navires. Rien de tout cela n'était compris à l'époque. La médecine au XIVe siècle attribuait la maladie à l'air vicié, appelé miasme, ou à des alignements astraux défavorables, ou encore à un châtiment divin. La théorie des germes était à 5 siècles dans le futur. Ce que les gens comprenaient, c'est que leur famille mourait dans d'atroces souffrances, à leur corps couvert de gonflements de la taille d'un œuf appelé bubon, bubo, qui apparaissaient dans les aisselles et l'aine, et suintaient sang et pus, leur peau noircissant sous l'effet d'hémorragies internes. Certaines victimes développaient une fièvre violente et se mettaient à cracher du sang, signe que l'infection avait atteint leurs poumons. Cette forme pneumonique de la peste pouvait se transmettre directement de personne à personne par des gouttelettes respiratoires, la rendant encore plus meurtrière que la forme bubonique. La rapidité de la mort était presque incompréhensible. Une personne pouvait se sentir bien le matin et être morte à la tombée de la nuit. Dans certaines villes, les cadavres s'entassaient plus vite qu'on ne pouvait les enterrer. Les fossoyeurs eux-mêmes tombaient malades. Les prêtres venus administrer les derniers sacrements s'effondraient aux côtés des mourants. Des familles condamnaient leurs portes et refusaient d'ouvrir à leurs propres proches infectés, qui frappaient pour entrer. Le pape en Avignon, Clément VI, s'enferma dans une pièce avec des feux brûlants en permanence, croyant que les flammes pourraient purifier l'air et repousser l'infection. Son médecin personnel, Guy de Chauliac, élabora quelques recommandations pratiques pour le traitement, bien qu'aucune ne fût particulièrement efficace. Chauliac estima que la moitié de la population d'Avignon périt, et rien n'indique qu'il exagérait. Il contracta lui-même la peste, mais survécut, l'un des rares médecins à y parvenir. Les historiens modernes
estiment qu'entre un tiers et 60% de la population européenne périt au cours des 5 années suivantes. Certaines régions furent plus durement touchées que d'autres. Certains villages furent entièrement vidés de leurs habitants. L'écrivain italien Giovanni Boccaccio, qui vécut la peste à Florence et l'utilisa comme cadre de son Décaméron, décrivit des citoyens ne faisant presque plus rien d'autre que transporter des cadavres pour les enterrer. On creusait de larges fosses jusqu'à la nappe phréatique dans lesquelles on jetait les corps que l'on recouvrait de terre jusqu'à ce qu'elles soient pleines, avant d'en creuser de nouvelles. Dans cet apocalypse surgit une question qui exigeait une réponse. Pourquoi cela arrivait-il? Les Européens médiévaux étaient profondément religieux, et profondément superstitieux, bien que pour eux, il n'existât aucune distinction entre les deux. L'explication la plus répandue de la peste était que Dieu punissait l'humanité pour ses péchés. C'était un monde qui croyait encore à l'intervention divine, comme à un événement quotidien. Les miracles existaient, les saints intercédaient, et lorsqu'un désastre frappait à cette échelle, il devait forcément signifier quelque chose. Cette croyance donna naissance aux flagellants, des bandes de zélotes religieux qui parcouraient les villes de ville en ville, parfois au nombre de 200 ou 300 à la fois, torse nu et se flagellant avec des disciplines garnies de pointes de fer. Ils se frappaient jusqu'à ce que le sang coulât dans leur dos, en chantant des hymnes et en priant à voix haute. Ils croyaient qu'en se punissant eux-mêmes, ils pourraient apaiser la colère divine et mettre fin à la peste. Le chroniqueur Jean de Venette décrivit comment ils marchaient en procession à travers les carrefours et les places des villes et des bonnes cités, formant des cercles et accomplissant leur sanglante automortification, self-mortification, devant des foules de spectateurs terrifiés. Mais l'autopunition ne suffisait pas à certains. Une autre explication circulait en parallèle de l'explication religieuse, se propageant aussi vite que la maladie elle-même. Les Juifs avaient empoisonné les puits. L'accusation n'était pas entièrement nouvelle. En 1321, avant la peste noire, des lépreux en France avaient été accusés d'empoisonnement des puits, prétendument sur ordre de souverains musulmans d'Espagne, qui voulaient détruire la chrétienté. Les Juifs avaient été impliqués dans cette théorie du complot antérieure en tant qu'intermédiaires entre les lépreux et les musulmans. Ces accusations avaient alors débouché sur des violences, mais rien de comparable à ce qui était sur le point de se produire. La peste noire donna à cette théorie du complot une urgence terrifiante et un bilan en vies humaines qui allait éclipser tout ce qui était arrivé auparavant. Les confessions arrachées à des Juifs, comme Agimette en octobre 1348, furent copiées et largement diffusées. Les conseils municipaux reçurent des lettres officielles décrivant la prétendue conspiration. Les détails variaient d'une version à l'autre, mais l'accusation centrale demeurait constante. Des rabbins avaient organisé un réseau d'agents pour empoisonner les réserves d'eau chrétiennes. Le poison supposé était décrit en des termes fantastiques qui auraient dû révéler la nature fictive des accusations. Il contenait des cœurs de chrétiens, des saintes hosties, des araignées, des lézards et divers autres ingrédients sans aucun rapport avec une substance toxique réelle. Ces confessions furent obtenues sous la torture, au moyen de méthodes comme le chevalet et la roue, et les observateurs contemporains qui prenaient la peine d'y réfléchir en comprenaient l'inanité. Une personne soumise à la torture finira par avouer tout ce que ses tortionnaires lui suggèrent. Le pape Clément VI publia 2 bulles pontificales en 1348, en juillet et en septembre, prenant explicitement la défense des Juifs contre les accusations d'empoisonnement. Il souligna le fait évident que les Juifs mourraient eux aussi de la peste. Il ne peut être vrai que les Juifs, par un crime aussi odieux, soient de la cause de la peste, écrivit-il, car dans de nombreuses parties du monde, cette même peste a frappé les Juifs eux-mêmes et de nombreuses autres races qui n'ont jamais vécu à leur côté.
Il ordonna au clergé de prêcher contre quiconque accuserait les Juifs d'être responsables de la peste, qualifiant de tels accusateurs de personnes séduites par ce menteur qu'est le diable. Il offrit la protection pontificale aux Juifs qui fuyaient vers Avignon. Mais les bulles pontificales n'arrêtaient pas les foules. Et ces foules n'étaient pas de simples rassemblements aléatoires, de paysans apeurés agissant par ignorance. Parmi ceux qui organisaient la violence se trouvaient certaines des figures les plus puissantes de la société médiévale. Le massacre des Juifs pendant la peste noire n'était pas simplement une explosion d'hystérie populaire. Les récits contemporains et les recherches historiques modernes révèlent quelque chose de plus troublant. La violence était souvent organisée, planifiée et sanctionnée par ceux qui détenaient le pouvoir. Les meurtres avaient des commanditaires, ils avaient des bénéficiaires, et dans de nombreux cas, ils avaient été organisés des mois à l'avance. Considérons ce qui s'est passé à Strasbourg en février 1349. Les maîtres des guildes et le conseil dirigeant de la ville tentèrent d'abord de protéger les Juifs. Ils enquêtèrent sur les accusations d'empoisonnement des puits et les jugèrent sans fondement. Ils torturèrent des suspects juifs, comme le voulait la coutume dans la justice médiévale. Et lorsque les suspects n'avouèrent rien de crédible, le Conseil conclut qu'il n'existait aucune preuve de malveillance. Les Juifs de Strasbourg, estima le Conseil, n'avaient rien fait de répréhensible. Mais la protection des Juifs était impopulaire auprès de factions importantes de la ville. La guilde des bouchers et celle des tanneurs nourrissaient des griefs économiques à l'égard de la concurrence juive. Des familles nobles exclues du gouvernement municipal depuis une révolte en 1332 y voyaient l'occasion de reconquérir le pouvoir. Et les évêques et clercs locaux considéraient la présence des Juifs comme une souillure spirituelle qu'il fallait purger. Le 8 février 1349, l'évêque de Strasbourg convoqua une réunion à Benfeld, ville voisine, en présence de représentants de Strasbourg, Fribourg-en-Brisgau, Bâle et divers nobles alsaciens. L'ordre du jour était explicitement de planifier des actions contre les Juifs. Il ne s'agissait pas d'un rassemblement spontané de citoyens effrayés. C'était une conférence concertée des élites régionales, réunies pour décider du sort des communautés juives d'Alsace. Lorsque les représentants de Strasbourg déclarèrent ne connaître aucun crime commis par leurs Juifs, les nobles et ecclésiastiques assemblés entrèrent dans une fureur noire. Pourquoi, exigèrent-ils, Strasbourg avait-elle fait boucher ses puits, sinon à cause du poison juif? La ville avait pris des mesures de protection contre une menace en laquelle elle ne croyait pas, et cette précaution était désormais utilisée comme preuve de culpabilité. La pression exercée sur les représentants de Strasbourg devint écrasante. Ils étaient isolés, en minorité, et faisaient face à la volonté conjuguée de la noblesse régionale et de la hiérarchie ecclésiastique. Un jour plus tard, le 9 février, les guildes se soulevèrent contre le conseil dirigeant de Strasbourg. Bouchers et tanneurs menèrent l'insurrection, soutenus par des familles nobles exclues du pouvoir depuis 1332. La coïncidence des dates était trop précise pour être fortuite. La révolte éclata le lendemain matin de la conférence de Benfeld, laissant supposer une coordination entre la pression extérieure et la conspiration intérieure. En quelques jours, l'ancien conseil fut renversé et remplacé par de nouveaux dirigeants acquis aux guildes et aux nobles. Le 14 février 1349, jour de la Saint-Valentin, environ 2000 Juifs furent brûlés vifs dans le cimetière juif de Strasbourg. Des hommes, des femmes et des enfants furent rassemblés de force dans une structure en bois construite à cet effet, et y furent mis à feu. Ceux qui consentaient à se convertir au christianisme étaient épargnés, bien que les récits divergent quant au nombre de ceux qui acceptèrent et de ceux qui refusèrent. Certaines chroniques suggèrent
que de nombreux parents juifs jetèrent leurs enfants dans les flammes plutôt que de les laisser baptiser, selon le chroniqueur Jacob von Königshofen. L'argent saisi aux Juifs fut réparti entre les hommes du peuple de la ville au prorata. Toutes les dettes que des chrétiens avaient contractées envers des Juifs furent annulées. Tous les biens que possédaient les Juifs furent distribués entre les auteurs du massacre. L'argent fut bien la chose qui tua les Juifs, écrivit Königshofen avec une franchise inhabituelle. S'ils avaient été pauvres, et si les seigneurs féodaux n'avaient pas été endettés envers eux, ils n'auraient pas été brûlés. Ce schéma se reproduisit à travers les terres germaniques. À Strasbourg, les motivations économiques se combinèrent à la haine religieuse pour aboutir au meurtre de masse. Les guildes éliminèrent la concurrence et annulèrent leurs dettes. Les nobles reconquirent le pouvoir politique et s'enrichirent des biens juifs pillés. L'évêque accomplit ce qu'il considérait comme une purification religieuse. Tous ceux qui comptaient obtinrent ce qu'ils voulaient, et les Juifs furent réduits en cendres. Et planant sur tout cela, se trouvait le saint-empereur romain, Charles IV. Le rôle de Charles IV dans les massacres de la peste noire révèle les calculs cyniques qui sous-tendaient la violence. En tant qu'empereur, il était nominalement le protecteur des Juifs dans tout l'Empire. La doctrine des servi camerae signifiait que les Juifs lui appartenaient, lui payaient des impôts et étaient censés être protégés par son autorité. Mais Charles IV était lui-même lourdement endetté, et il voyait dans la violence à venir une opportunité plutôt qu'une crise à prévenir. Avant que les émeutes anti-juives n'éclatent à Nuremberg et à Francfort, l'empereur céda ses droits sur les biens juifs aux conseils municipaux. Cela signifiait que lorsque des juifs seraient tués, leurs maisons et leurs possessions appartiendraient légalement aux villes plutôt que de revenir au trésor impérial. Pourquoi un empereur aurait-il cédé ses propres droits de propriété? Parce qu'il vendait quelque chose de plus précieux que les biens juifs, la permission. À Francfort, là le schéma fut explicite et documenté. Le roi Charles IV arriva dans la ville en juin 1349. Un mois avant le massacre, il engagea ses droits sur les impôts juifs auprès du conseil municipal en guise de garantie pour des prêts. Il savait ce qui allait arriver. 2 semaines après son départ, le 14 juillet, l'ensemble de la communauté juive fut massacrée et ses maisons brûlées. L'empereur, qui aurait dû les protéger, avait pris des dispositions pour tirer profit de leur mort. Longtemps, les historiens ont supposé que les flagellants étaient responsables de ces explosions spontanées de violence. Mais des recherches récentes suggèrent le contraire. Les flagellants arrivaient souvent après les pogroms, non avant. Les massacres étaient des événements soigneusement planifiés, dans lesquels rois, nobles et conseils municipaux étaient tous complices. En septembre 1349, l'empereur Charles IV gracia officiellement les citoyens de Strasbourg, à la fois pour le massacre et pour le vol des biens juifs. Il ne mena qu'une enquête de pure forme sur le meurtre de masse de Breslau, aujourd'hui Wrocław. Lorsque la diminution de ses recettes fiscales devint manifeste après la mort de tant de contribuables juifs, il invita simplement les Juifs à revenir s'établir. La vague de violence atteignit la Saxe et la Thuringe en mars 1349. Le margraviat de Meissen, qui englobait une grande partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Saxe, était gouverné par Frédéric II, connu sous le nom de Frédéric le Grave, Frédéric the Grave. Il avait hérité du territoire en 1323 et avait passé une grande partie de son règne en conflit avec les nobles locaux sur des questions de pouvoir et d'autorité. Mais Frédéric mourut en novembre 1349, quelques mois seulement après que les massacres eurent balayé son territoire, laissant à jamais sans réponse la question de sa participation ou de sa tolérance envers la violence. L'attaque la plus dévastatrice de la région eut lieu à Erfurt, le 21 mars 1349.
Erfurt était une importante ville marchande, dotée d'une importante population juive qui y vivait depuis des siècles. La communauté avait survécu à des violences antérieures lors des croisades et s'était reconstituée en un florissant centre de commerce et de savoir. Le bilan des morts à Erfurt est impossible à établir avec précision. Les estimations vont de 100 à 3000, selon la source retenue et la manière dont on l'interprète. L'amplitude de cet écart reflète à la fois le chaos de la période et les motivations de différents chroniqueurs. Certaines sources ne comptaient que les hommes adultes, d'autres incluaient les femmes et les enfants. Certains ont peut-être exagéré pour souligner soit l'horreur, soit l'efficacité de l'épuration. Ce que nous savons avec certitude, c'est que la violence fut totale. Le quartier juif fut méthodiquement détruit. La synagogue fut incendiée ou rasée. Les corps furent jetés dans des fosses communes ou dans la rivière. La communauté qui avait existé depuis des générations fut anéantie en une seule journée. Certains juifs d'Erfurt, pressentant peut-être ce qui allait arriver, cachèrent leurs objets de valeur avant l'attaque. L'une de ces caches, appartenant probablement à un marchand nommé Kalman de Vier, fut découverte par des ouvriers du bâtiment en 1998. Cette collection de bagues en or, de coupes en argent, de pièces de monnaie française et de bijoux de grande qualité fut baptisée le Trésor d'Erfurt, Erfurt Treasure, et se trouve aujourd'hui dans un musée. La personne qui l'avait dissimulé mourut probablement lors du massacre ou s'enfuit sans pouvoir revenir. Le trésor demeura enfoui pendant 6 siècles et demi. Parmi les victimes du massacre d'Erfurt figurait Alexandre Susselin, Alexander Susselin, éminent talmudiste, dont les travaux savants avaient circulé dans tout le monde juif germanophone. Sa mort représentait non seulement une tragédie humaine, mais aussi la perte d'un capital intellectuel qu'il avait fallu des générations à constituer. Le massacre produisit également un artefact sinistre, les manuscrits d'Erfurt, des textes hébreux comprenant une Tosefta, datant du XIIe siècle, furent pillés à la communauté. L'un de ces manuscrits fut retrouvé plus tard, taché de sang, dans la bibliothèque d'une église en 1879. Le sang s'était infiltré dans les pages plus de 500 ans auparavant. La violence à Erfurt survint avant même que la peste n'atteignît la ville. Ce fait crucial révèle que le massacre était autre chose qu'un bouc émissérisme dicté par la panique. La peste noire atteignit Erfurt en 1350, plus d'un an après l'anéantissement de la communauté juive. Plus de 16 000 habitants d'Erfurt moururent de la maladie au cours d'une période de 10 semaines, prouvant que tuer les Juifs n'avait rien fait pour enrayer le fléau. Le poison n'a jamais été dans les puits. La culpabilité n'a jamais été là où les accusateurs la plaçaient. Selon les archives de la Jewish Encyclopedia, les persécutions en Saxe eurent lieu principalement à Nordhausen, au Eisenach et Dresde. Dans chaque ville, le schéma était similaire: accusation, confiscation, violence et mort. Seuls les Juifs de quelques petites villes, notamment Döbeln, Scheitz, Döschitz et Fribourg en Saxe, Freiberg, bénéficièrent d'une protection temporaire. Le mot « temporaire » est important. La protection d'une année pouvait devenir persécution l'année suivante, selon les calculs de ceux qui détenaient le pouvoir. Pourquoi certaines communautés furent-elles épargnées, tandis que d'autres brûlaient? Les archives historiques suggèrent que cela tenait souvent à des calculs locaux. Dans certaines villes, les autorités dirigeantes accordaient assez de prix à leurs juifs pour les protéger. Peut-être ceux-ci avaient-ils de puissants protecteurs. Peut-être avaient-ils récemment acquitté de lourds impôts. Peut-être le seigneur local ne leur devait-il tout simplement pas d'argent. Dans d'autres villes, la combinaison du ressentiment lié aux dettes, de la concurrence économique et de la ferveur religieuse s'avéra trop puissante pour que toute protection pût tenir.
L'oppression se poursuivit sous le margrave suivant, Frédéric le Sévère, Frédéric de Sévère. Les Juifs de Bautzen et de Zito furent les principales victimes sous son règne. Ces communautés avaient peut-être survécu à la première vague de violence pour n'être détruites que quelques années plus tard. À Görlitz, le duc Jean expulsa les Juifs après les avoir jetés en prison, confisqué leurs maisons et rasé leurs synagogues. Les pierres des bâtiments juifs furent parfois réutilisées dans des constructions chrétiennes, ultime effacement de la présence physique de la communauté. Mais pour les communautés juives de Leipzig et d'autres villes saxonnes, l'année 1349 marqua une rupture catastrophique avec tout ce qui avait précédé. Des siècles de peuplement, de construction de synagogues, d'écoles et de commerces, d'éducation des enfants et d'inhumation des ancêtres, de construction d'une vie dans ces contrées, s'achevèrent dans le feu et le sang. Après les expulsions massives qui suivirent la peste noire, certains Juifs furent finalement autorisés à revenir. En 1352, une synagogue avait été rétablie à Leipzig. En 1359, des documents mentionnent une Judengasse, une rue juive, et une Judenburg, un quartier juif. Mais cette seconde communauté vécut sous des restrictions de plus en plus sévères. Les survivants revinrent pour reconstruire, mais ils reconstruisirent selon des conditions dictées par leurs persécuteurs. Là, la prière publique fut interdite, des impôts spéciaux furent imposés. Le souvenir de 1349 pesait sur chaque transaction, chaque négociation, chaque interaction entre les Juifs et les autorités chrétiennes qui avaient si récemment massacré leurs prédécesseurs. Pour comprendre ce qui s'est passé en 1349, il faut comprendre l'argent. Les Juifs médiévaux occupaient une niche économique particulière, exclus de la plupart des métiers par les restrictions des guildes, privés du droit à la propriété foncière dans de nombreuses régions et écartés de la plupart des professions, ils se tournèrent vers la finance, le seul domaine où les interdictions chrétiennes leur conféraient en réalité un avantage. L'Église considérait tout intérêt sur un prêt comme de l'usure et un péché, mais la loi juive permettait de percevoir des intérêts auprès des non-juifs, et les autorités chrétiennes en vinrent à s'appuyer sur les prêteurs juifs pour fournir le crédit que les chrétiens ne pouvaient techniquement pas offrir. Cet arrangement engendrait d'énormes tensions. Quand un paysan empruntait 10 pièces à la saison des récoltes et devait en rembourser 14 au printemps, le ressentiment était inévitable. Quand un noble s'endettait lourdement pour financer une guerre et se trouvait face à la perspective de rembourser le double de ce qu'il avait emprunté, la tentation d'éliminer son créancier devait être puissante. Certains historiens ont soutenu que les pratiques de prêt d'argent juives contribuèrent à leur persécution. Les taux d'intérêt étaient indéniablement élevés. Des taux de 30 à 40% annuels étaient des courants. Certains chercheurs ont signalé des discussions rabbiniques de l'époque témoignant d'une conscience que cette pratique était controversée, même au sein des communautés juives. Mordecai, Ben Hillel d'Allemagne, mort en 1298, écrivit qu'il n'existait dans aucune forme de commerce un profit comparable à celui que l'on pouvait tirer du prêt d'argent. D'autres rabbins observèrent que ce qui avait autrefois été limité aux érudits ou aux cas de nécessité absolue était devenu permis pour tous, notant que la lourde fiscalité imposée par les autorités chrétiennes ne laissait aux Juifs que peu d'alternatives. Mais ce tableau requiert un contexte. Les taux d'intérêt pratiqués par les Juifs étaient comparables à ceux qu'appliquaient les prêteurs chrétiens, tels que les Lombards, dans les régions où ils opéraient. Le crédit dans le monde médiéval était coûteux parce qu'il était risqué. Les emprunteurs se trouvaient souvent dans l'impossibilité de rembourser. Les voies d'exécution judiciaire étaient irrégulières. Et les prêteurs juifs faisaient face à la menace permanente que leur contrat soit annulé, qu'ils soient eux-mêmes expulsés ou que leur vie soit menacée. L'historien Jacob von Königshofen
traitant du massacre de Strasbourg, fut d'une franchise inhabituelle quant aux motivations. Le conseil municipal, nota-t-il, s'empara des espèces que possédaient les Juifs et les répartit entre les hommes du peuple. Les Juifs moururent, conclut-il, parce qu'ils possédaient de l'argent et parce que leurs débiteurs voulaient être libérés de leurs obligations. À Francfort, des dynamiques similaires étaient à l'œuvre. Avant le massacre, l'empereur Charles IV céda ses droits sur les impôts juifs à la ville. Après le massacre, la ville obtint non seulement l'annulation des dettes, mais aussi la saisie des biens juifs. Des sources contemporaines provenant de diverses villes documentent la planification minutieuse qui précéda nombre de ces attaques. Des puits furent bouchés au préalable, soi-disant pour se prémunir contre le poison, mais peut-être aussi pour fournir des preuves que quelque chose de suspect se tramait. Les quartiers juifs furent encerclés et gardés avant que les meurtres ne commencent, ostensiblement pour protéger les Juifs, mais en réalité pour empêcher leur fuite. Le fait que l'empereur Charles IV vendit des grâces aux villes où des massacres avaient eu lieu et qu'il eût pris des dispositions préalables concernant le devenir des biens juifs en cas d'émeute suggère un niveau d'anticipation et de complicité au plus haut niveau du gouvernement. Si les motivations économiques furent le moteur principal de l'organisation au niveau des élites, les meurtres effectifs nécessitèrent la participation populaire. Des milliers de gens ordinaires durent être prêts à arracher leurs voisins à leur foyer et à les jeter dans les flammes. Et c'est là que les flagellants jouèrent leur rôle tristement célèbre. Le mouvement des flagellants émergea en 1348 en réponse à la peste. Des bandes d'hommes, comptant parfois 200 ou 300 membres, marchaient de ville en ville, le torse nu, se flagellant avec des disciplines garnies de pointes de fer, jusqu'à ce que le sang coulât dans leur dos. Ils croyaient pouvoir expier les péchés de l'humanité et convaincre Dieu de mettre fin au fléau. Le spectacle de ces processions sanglantes, accompagnées de chants et d'hymnes, attirait d'immenses foules partout où elles passaient. Le mouvement se répandit rapidement à travers les terres germaniques en 1349. Le chroniqueur contemporain Jean de Venette décrivit comment il marchait en procession à travers les carrefours et les places des villes et des bonnes villes, formant des cercles et se flagellant en chantant des hymnes. L'intensité émotionnelle de ces mises en scène était contagieuse. Les spectateurs pleuraient, priaient et se sentaient emportés dans une crise spirituelle collective. Le pape Clément VI condamna le mouvement à la fin de l'année 1349, critiquant entre autres choses leur effusion du sang des Juifs. L'arrivée des flagellants dans une ville était souvent suivie de violences anti-juives. Leur ferveur apocalyptique créait une atmosphère dans laquelle des mesures extrêmes semblaient justifiées, voire nécessaires. En juillet 1349, lorsque les flagellants arrivèrent à Francfort, ils marchèrent directement vers le quartier juif et entraînèrent la population locale dans un massacre systématique. La communauté y vivait depuis des siècles. En quelques heures, elle était anéantie, beaucoup de ses membres ayant péri de leurs propres mains. Selon les témoignages contemporains, une grande partie de la population juive de Francfort choisit le suicide collectif plutôt que d'affronter le meurtre ou le baptême forcé. Elle mit le feu à ses propres demeures et mourut dans les flammes, préférant une mort choisie à une mort infligée par ses voisins. À Bruxelles, la simple nouvelle que des flagellants approchaient suffit à déclencher un massacre au cours duquel environ 600 Juifs furent tués, malgré les efforts du duc de Brabant pour l'empêcher. Les flagellants n'étaient même pas encore arrivés. Leur réputation les précédait, et cette réputation fut suffisante pour embraser une violence que les autorités locales ne purent contenir. Mais les historiens ont de plus en plus remis en question la question de savoir si les flagellants étaient véritablement les instigateurs des violences ou simplement un prétexte commode. Dans bien des cas, les pogroms éclatèrent avant même l'arrivée des bandes de flagellants.
La violence était souvent trop bien organisée pour être le fait spontané d'une foule. La chronologie des attaques, le scellement préalable des puits, à la disposition préméditée des biens juifs, tout cela désigne une planification plutôt qu'une panique. Ce que les flagellants fournirent, c'est un cadre d'hystérie religieuse qui faisait paraître la violence justifiée. Ils se flagellaient publiquement, dans des démonstrations de dévotion, renforçant l'idée que des mesures extraordinaires étaient nécessaires pour apaiser un Dieu courroucé. Et si ces mesures extraordinaires incluaient de brûler des Juifs, eh bien, n'étaient-ce pas les Juifs qui avaient tué le Christ? Le raisonnement était circulaire et imperméable à toute preuve, mais il offrait une couverture morale au meurtre. La dimension religieuse de l'antisémitisme à cette époque ne peut être ignorée, même si l'on reconnaît les forces économiques et politiques à l'œuvre. Là, les chrétiens médiévaux apprenaient dès l'enfance que les Juifs étaient collectivement responsables de la crucifixion. C'était théologiquement inexact, ainsi que l'Église le reconnaissait officiellement, mais la croyance populaire divergeait souvent de la doctrine officielle. L'accusation d'empoisonnement des puits puisait dans un profond réservoir de haine préexistante. Plus tôt dans la période médiévale, des accusations de meurtre rituel, blood libel, avaient circulé, affirmant que les Juifs tuaient des enfants chrétiens pour utiliser leur sang dans des rituels religieux. Des accusations de profanation d'hosties prétendaient que des Juifs volaient des hosties consacrées et les poignardaient jusqu'à ce qu'elles saignent. Ces croyances, aussi fantaisistes qu'elles fussent, créaient un climat dans lequel toute accusation contre les Juifs semblait plausible. L'accusation d'empoisonnement des puits était nouvelle dans ses détails, mais ancienne dans sa forme. Elle s'inscrivait dans un schéma auquel les gens avaient été préparés à croire depuis des générations. Tous les Juifs ne marchèrent pas passivement vers la mort. La communauté de Mayence, l'une des plus anciennes et des plus importantes des terres germaniques, résista d'abord à ses assaillants. Une force juive forte, peut-être de 3000 hommes, parvint à tuer plus de 200 chrétiens avant d'être submergés par la supériorité numérique. Ses membres savaient qu'ils allaient mourir de toute façon. Ils choisirent de mourir en combattant. À Worms, environ 400 Juifs périrent, dont beaucoup en mettant le feu à leur propre demeure, plutôt que de subir le baptême forcé ou le meurtre de la main des chrétiens. Ce schéma d'immolation collective des Juifs lors des persécutions de la peste noire faisait écho aux martyrs de la première croisade, au cours de laquelle des communautés juives avaient de même choisi la mort plutôt que la conversion. Il ne s'agissait pas là d'un suicide au sens moderne du terme, mais du Kiddush Hachem, la sanctification du nom de Dieu par le martyr. Le chroniqueur Heinrich Truchess consigna massacre après massacre à travers les terres germaniques, Cologne, Mayence, Erfurt, Nuremberg, Munich, Francfort, Ratisbonne. Et ainsi, en l'espace d'1 an, écrivit-il, tous les Juifs entre Cologne et l'Autriche furent brûlés. C'était une exagération, mais de peu. Les violences de 1348 et 1349 transformèrent fondamentalement la vie juive dans les terres germaniques. Des centaines de communautés qui avaient existé pendant des siècles furent effacées. Les structures physiques furent démolies ou reconverties. Les cimetières furent profanés. Les survivants se trouvaient face à un choix radical: fuir vers l'Est ou tenter de se reconstruire en territoire hostile. Beaucoup choisirent la fuite. Les persécutions de la peste noire déclenchèrent une vaste migration des Juifs vers la Pologne et la Lituanie, où des souverains comme Casimir III leur offraient protection et privilèges. Casimir avait étendu le statut de calice en 1334, accordant aux Juifs d'importantes protections juridiques, et le royaume devint un refuge pour ceux qui fuyaient le massacre dans les terres germaniques. Cette migration allait remodeler la géographie du judaïsme européen pour des siècles, créant les grands centres du judaïsme d'Europe orientale qui floriraient
jusqu'au XXe siècle. En Saxe et dans l'ensemble des terres germaniques, les niveaux de population juive mirent des siècles à se rétablir. La communauté détruite ne retrouverait pas une importance démographique avant le XVIIe siècle. Des générations de savoir, de richesses et de capital social accumulé avaient disparu. Les réseaux qui reliaient les communautés juives sur des centaines de kilomètres avaient été rompus. Les institutions qui avaient soutenu la vie religieuse et culturelle juive devaient être reconstruites à partir de rien. Ceux qui demeurèrent ou revinrent se trouvèrent dans des circonstances transformées. Le duc Frédéric le Belliqueux de Saxe finit par promulguer un décret à Weissenfels accordant une protection absolue et l'autonomie aux Juifs de Saxe. Mais les protections pouvaient être révoquées aussi aisément qu'elles avaient été accordées. L'expérience de 1349 l'avait démontré. Le privilège impérial ne signifiait rien quand l'empereur lui-même était complice de la violence. La protection locale ne signifiait rien quand les autorités locales choisissaient le profit plutôt que leurs promesses. Les dettes qui avaient motivé une grande partie des violences furent, bien entendu, annulées. Les chroniques rapportent que de ville en ville, tout ce que les Juifs devaient aux chrétiens était soigneusement conservé et exigé, tandis que tout ce que les chrétiens devaient aux Juifs était annulé d'un trait de plume. C'était du vol habillé en formalité juridique. Les créanciers étaient morts et les dettes mouraient avec eux. Les livres de comptes étaient brûlés avec leurs propriétaires. Les biens saisis sur les Juifs assassinés furent distribués selon les dispositions prises à l'avance. Une partie revint à l'empereur ou aux souverains locaux, une partie alla aux conseils municipaux, une partie échut aux guildes et aux artisans qui avaient participé aux violences, une partie revint aux nobles qui étaient endettés. Tout le monde reçut sa part, sauf les morts. Des sources contemporaines provenant de diverses villes documentent le partage du butin avec une précision bureaucratique remarquable. À Strasbourg, le chroniqueur nota que tout ce que possédaient les Juifs fut distribué proportionnellement entre les gens de métier. Dans d'autres villes, des inventaires détaillés des biens juifs furent dressés avant la distribution. Les meurtriers tenaient des registres. Ils tenaient à s'assurer que les profits étaient répartis équitablement entre eux. À Strasbourg, le chroniqueur nota que la décision avait été prise d'interdire l'accès de la ville aux Juifs pendant 100 ans. Mais avant que 20 ans ne se fussent écoulés, le Conseil décida de les admettre à nouveau pour une nouvelle période de 20 ans. Les Juifs étaient trop utiles pour être exclus définitivement. Ils fournissaient des crédits que nul autre ne voulait consentir. Ils acquittaient des impôts que nul autre ne voulait payer. Ils remplissaient des fonctions économiques dont la société chrétienne avait besoin, mais qu'elle ne souhaitait pas assumer elle-même. Le cycle recommençait. Les traces physiques des communautés détruites furent systématiquement effacées. Les synagogues furent démolies ou converties à d'autres usages. Certaines devinrent des églises, d'autres devinrent des entrepôts, d'autres encore furent simplement rasées pour en récupérer les matériaux de construction. Les cimetières juifs furent labourés. Les pierres tombales servirent parfois de pavés ou de matériaux de construction. Les noms de rues furent changés. La Judengasse devint autre chose. La Judentor fut rebaptisée. C'était comme si les Juifs n'avaient jamais été là. Mais parfois, le passé refaisait surface de manière inattendue. En 1998, des ouvriers du bâtiment à Erfurt découvrirent une cache d'objets de valeur médiévaux dissimulés dans le sol d'un bâtiment. Des bagues en or, des coupes en argent, des monnaies de toute l'Europe, des bijoux finement travaillés. C'était le trésor d'Erfurt, caché par un marchand juif plus de 600 ans auparavant, probablement dans les jours ou les heures précédant le début du massacre. Celui qui l'avait caché
étaient soit morts, soit partis en fuite sans pouvoir revenir. Le trésor était resté là où il avait été déposé pendant 649 ans, attendant d'être découvert. Ces trésors sont aujourd'hui conservés dans un musée, relique d'une communauté qui avait existé pendant des siècles et fut détruite en un seul jour. La vieille synagogue d'Erfurt, qui avait été reprise par un commerçant après le massacre et ainsi préservée plutôt que démolie, a été restaurée en musée et en mémorial. Le manuscrit taché de sang retrouvé dans la bibliothèque de l'Église est étudié par les chercheurs. Les preuves subsistent même quand les hommes ne sont plus. Quant à la peste elle-même, elle continua de ravager l'Europe, que les Juifs locaux eussent été tués ou épargnés. Strasbourg perdit des milliers d'habitants à cause de la maladie dans les mois suivant le massacre de février. Erfurt en perdit plus de 16 000 en 1350, un an après que ces Juifs eurent été massacrés. Le bilan des morts n'avait rien à voir avec la présence ou l'absence des Juifs, qu'ils fussent protégés ou persécutés. Le pape Clément VI avait eu raison. Les Juifs n'avaient rien à voir avec la peste. Les puits n'étaient pas empoisonnés. Les aveux étaient des mensonges arrachés sous la torture. Les accusations étaient des prétextes au vol et au meurtre. Mais avoir raison n'offrait aucune protection aux morts. Si cette page d'histoire vous a intéressé, la prochaine vidéo vous stupéfiera. Cliquez ici pour la regarder maintenant.